Bonsoir à tous, on va commencer. Donc, je me présente Pierre Lhuillier, en charge du service énergie-climat à la communauté de communes de l'île d'Oléron. Merci pour votre présence ce soir pour l'épisode numéro 11 de notre série Les Jeudis de l'énergie, qui va être consacré donc à la maîtrise de l'énergie dans notre logement. Et on accueille pour cette présentation donc Colline, qui est technicienne référente au Centre régional des énergies renouvelables. Donc, on commence le dernier cycle en fait de notre série Les Jeudis de l'énergie. On a vu depuis le mois d'octobre, après une petite introduction sur le territoire, des moyens de production d'énergie renouvelable et carbonée. Donc, comment produire de la chaleur, comment produire de l'électricité, comment produire du gaz. Et là, on commence ce soir un cycle de 2 conférences, plus sur la mise en pratique, avec donc les économies ce soir au quotidien, et dans 15 jours une présentation des scénarios de l'ADEME pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, pour rappel, si vous n'avez pas pu suivre ces précédents épisodes, ils sont disponibles en replay sur le site de la communauté de communes. Donc, pour que le webinaire se passe bien, donc on vous demandera de garder la caméra et le micro coupés, de bien vous nommer clairement dans la fenêtre en haut à droite de la fenêtre Zoom. Et si vous souhaitez poser des questions, vous avez un espace dédié en bas à droite de la fenêtre Zoom. Et mon collègue me les retranscrira et je les poserai à Colline. Avant de laisser la parole à Colline, vous avez pour rappel un espace conseil France Rénov à la communauté de communes, qui est vraiment dédié à l'accompagnement des particuliers pour tous les travaux de rénovation et tous les travaux qui sont en lien avec la maîtrise de l'énergie qu'on va vous présenter ce soir. Donc, n'hésitez pas à contacter cet espace conseil au numéro qui est indiqué. Donc, ma collègue Anaïs pourra vous répondre l'après-midi, donc du lundi au vendredi, de 14h à 17h. Donc, je vais laisser la parole à Colline. Colline, merci pour ta présence et on t'écoute. Je te laisse la main. Alors, je partage. Hop, je vais. Ça arrive, je partage mon écran. C'est bon. Du coup, bonjour à tous. Oui, Colline Garcia, je travaille au CRER. Je suis technicienne référente au niveau de la Charente-Maritime dans toutes les plateformes de rénovation énergétique que l'on anime au niveau du CRER. Euh, Très rapidement, je vous ai fait une petite feuille sur le CRER. Qu'est-ce que c'est que le CRER? C'est le Centre régional des énergies renouvelables. On est une association date de 2001 et qui a son siège à la Crèche, à côté de Niort. Et on est dans la Charente-Maritime, dans le 79, dans les Deux-Sèvres, mais aussi Limoges. Dans le 87, on est une équipe d'une vingtaine de salariés et on travaille sur plusieurs aspects que sont la sobriété, l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. On a beaucoup de publics auxquels on s'adresse, que ce soit particuliers, entreprises, collectivités. Et donc moi, je travaille au pôle bâtiment performant et je suis donc référente, mais je suis aussi conseillère en rénovation énergétique, conseillère France Rénov dans plusieurs territoires. Je vous ai mis quelques petits chiffres sur le contexte de la consommation d'énergie en France pour un peu introduire notre sujet. Ici, on peut voir la répartition de la consommation d'énergie finale en France. Le final, c'est-à-dire ce qu'il y a au niveau des factures, ce qu'on voit, ce qu'on consomme à la fin. Et on peut voir que bah, le secteur résidentiel, vous, nous, ça représente quand même 28% de cette consommation. Donc, c'est pas le plus gros. D'abord, on a les transports qui peuvent être aussi liés au résidentiel d'ailleurs. Mais cette conso est quand même très importante. Et quand on regarde au niveau de la répartition par usage, on voit que finalement, la plus grande part, de plus des 2 tiers, ça correspond au chauffage. Sans trop de surprise, mais voilà. Euh, Quelques petits chiffres aussi sur ce que ça représente en moyenne en euros. On est à quasiment 2 700 € par an par ménage.
Et donc ça ne va ne faire qu'augmenter. Ça, c'était en 2021. On était à 8% du budget. On peut imaginer que avec l'augmentation du prix du carburant, de l'électricité, gaz, on sera à une part de plus en plus importante du budget annuel. Du coup, sans plus attendre, euh, comment est-ce qu'on peut réduire simplement sa facture d'électricité? Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur déjà le prix de l'électricité en France. Pour vous donner un peu un ordre de grandeur, sur les derniers mois, on voit que depuis juin 2022, ça a pris en 6 mois donc 4%, et là on vient de reprendre 15%. C'est donc très important sur la petite période qui vient d'arriver, mais en fait quand on regarde sur le prix du tarif réglementé depuis quelques années, donc là on était juste jusqu'en 2020, en fait le prix de l'électricité n'a fait qu'augmenter. Et en 2007 on était à 0,11, 2020 0,15, là en ce moment on est 0,18 ou 0,19. Donc ça a dû peut-être encore plus augmenter, j'ai du mal un peu à suivre, mais on voit que finalement le prix de l'électricité n'a fait qu'augmenter. Et donc, ça devient de plus en plus important de pratiquer les éco-gestes, avoir des systèmes de chauffage et de chaude performants. Mais donc, ça, on va le revoir un peu plus tard. Hop. Du coup, je fais un petit focus sur la facture d'électricité, parce que c'est beaucoup d'informations, on va dire, dans une facture d'électricité. On peut voir déjà, donc ça, c'est une facture d'EDF. Et on peut voir sur la partie gauche de la première page pas mal d'infos, mais finalement, ce qui est important pour vous, c'est le numéro client, éventuellement l'identifiant Internet, et après, vous avez le contact de votre fournisseur. Ça, c'est assez simple, même s'il y a beaucoup de contacts finalement. En dessous, vous avez les informations sur votre contrat avec le lieu de consommation. Le PDL, donc c'est le point de livraison, c'est le matricule de votre compteur, un peu comme un numéro d'immatriculation d'un véhicule. En dessous, vous avez la puissance souscrite, on va y revenir un peu après, et le type de contrat. Donc base, heure pleine, heure creuse ou tempo, qui, pareil, on va y revenir un peu plus tard. Et ici, vous avez le montant global de votre facture d'électricité. Donc ça peut être mensualisé, trimestriel, parfois annuel, avec des régulations. Donc tout ça, c'est dès la première page. Dans la seconde page, on a description plus précise, plus fine de tout ce qu'on paye. Donc, par exemple, sur la première partie, on a l'abonnement, donc, qui peut être assez important. Ça dépend des consos. Au niveau du gaz, donc là, je ne suis pas entrée dans les détails, mais au niveau du gaz, cette partie-là est pas du tout négligeable. Et en dessous, on a la consommation au kilowattheure. Et à nouveau en dessous, on a les taxes et contributions qui participent aussi au fonctionnement, au bon fonctionnement du réseau électrique. Ce sont des taxes qui peuvent être fixées par les communes et les départements. Donc, voilà, il y en a diverses ici qui apparaissent. Et en dessous, on a à nouveau le récap du montant total de la facture. Et on a également pas forcément une analyse, mais une présentation, disons, de l'évolution de votre consommation facturée, soit en relève, soit estimée, sur les derniers mois. Donc, ça peut déjà être une première indication pour faire une analyse de votre consommation par mois. On verra par la suite qu'on peut aller un peu plus loin. Mais voilà, c'est déjà des éléments qui sont intéressants à regarder sur votre facture. Ensuite, quelques bonnes pratiques pour pouvoir réduire le montant de sa facture d'électricité sans forcément faire d'action. Déjà, vous posez la question de est-ce que le fournisseur que vous avez est le bon, est le meilleur actuellement? Alors, en ce moment, on a un petit sujet que la concurrence ne peut pas vraiment lutter avec le tarif réglementé. Il y a quelques années, c'était plus subtil. Il y avait vraiment des offres qui pouvaient être très intéressantes. En ce moment, il vaut mieux euh, fonctionner avec le tarif réglementé d'EDF ou le tarif réglementé qui est proposé par Engie, mais en tout cas, pas forcément aller sur des tarifs qui fluctuent avec le temps, parce que en général, c'est pas très intéressant.
Mais dans tous les cas, vous pouvez demander, il y a quand même des offres que vous pouvez comparer. Et donc là, vous avez un site euh, il est gouvernemental, en tout cas, c'est le médiateur de l'énergie, il me semble qu'il s'en occupe, donc vous pouvez aller là-dessus sans souci. Et va se poser aussi la question du contrat. Est-ce que le contrat que vous avez choisi est le plus avantageux? C'est pas forcément le tarif heure pleine, heure creuse qui va être le plus adapté pour tout le monde. Parce que peut-être que les heures creuses de votre commune ne sont pas les plus intéressantes par rapport à votre manière de fonctionner. Si les heures creuses tombent entre, je sais pas, 2 heures et 5 heures du matin, mais que c'est très compliqué de programmer la machine ou le lave-vaisselle pour que ça fonctionne à ce moment-là, peut-être que finalement, c'est pas si intéressant que ça, et qu'un tarif de base avec un seul et même prix moyen, ça va être plus intéressant dans votre cas. Le tarif tempo, donc il y a plusieurs prix et ça dépend de l'heure, de la journée, de la saison. Mais en gros, ça va dépendre si vous êtes prêt disons, pendant quelques journées, à fortement réduire votre consommation. Ça peut être une solution pour avoir un prix intéressant. Si vous savez que dans tous les cas, vous aurez une consommation assez homogène et que c'est compliqué de rogner sur des degrés ou tout ça, bah, bon, voilà. Peut-être que le tarif tempo n'est pas le plus adapté. Ensuite, Lynn, oui, je me permets de t'interrompre. Je sais que sur Oléron, il y a certaines personnes qui ont un contrat avec EDF où ils paient très peu cher, enfin, ils paient très très cher, une quinzaine, une vingtaine de jours par an et excessivement peu cher le reste de l'année. Est-ce que tu connais le nom? Parce que je crois qu'il apparaît pas là dans les trois. et je pense que c'est le tarif tempo parce que j'avais à l'esprit que c'était 10 jours à peu près D'accord, qui, je pense que c'est ça. Alors peut-être c'est un plus adapté, mais je pense que ça doit correspondre à ça. Parce que c'est ça le principe. C'est vraiment, d'accord, il y a une dizaine de jours où, alors, j'ai un doute sur le nombre de jours, mais où vraiment c'est très cher et le reste, c'est pas cher. d'accord. Ok. Et Bon, ils proposent encore ce type de contrat. oui. D'accord. Alors peut-être pas partout, mais en tout cas, a priori, oui. Ok, très bien. Merci. Du coup, autre point à vérifier, la puissance souscrite. Est-ce que celle qui est chez vous est la puissance la plus adaptée? Typiquement, on a facilement des maisons qui ont du 9 kVA ou du 12, alors que finalement, il n'y a pas forcément de chauffage électrique ou pas d'appareil très consommateur. Ou bien entre-temps, je sais pas, on est passé sur une pompe à chaleur au lieu d'avoir des convecteurs électriques. Donc peut-être que, ou une chaudière, enfin, peut-être que voilà, il y a peut-être quelque chose à aller voir de ce côté-là. Ce point-là, d'ailleurs, il peut être vérifié sur Enedis, on va le voir un peu après. Euh, Regardez, est-ce que vous dépassez souvent cette puissance d'appel ou jamais, en fait, si vous pourrez le voir en direct, si vous êtes toujours en dessous de 9 ou de 6 et que vous avez un contrat qui va au-delà, bah, du coup, ça peut valoir le coup de prendre un contrat en une puissance souscrite adaptée. C'est pas des énormes différences, mais ça peut faire plusieurs dizaines d'euros de différence entre chaque palier de puissance souscrite. Donc, c'est toujours ça de prix à l'année. Les kVA, c'est des kilowatts, enfin, c'est une puissance en watts en fait. La puissance souscrite, c'est le maximum de puissance qu'on peut demander au compteur. Si on dépasse, c'est là où ça saute en fait. Oui, c'est Typiquement, dans ça. les logements d'étudiants, c'est quand qu'on met la machine à laver, les plaques électriques, le compteur saute parce qu'on a une petite puissance. C'est ça. Après, ça peut aussi être, si ça arrive une fois dans l'année qu'on dépasse, ça peut être aussi un peu de l'organisation. Juste se dire, bah voilà, on peut pas mettre tel équipement en même temps. C'est un peu plus contraignant, mais c'est une habitude à prendre. Donc, ça peut être aussi ça, ça peut être une solution. Si vraiment on n'a pas envie de s'embêter, tant pis, mais ça peut se réfléchir de savoir quel est un peu le point de bascule entre le moment où ça saute. D'accord. Euh, On va rentrer un peu plus dans le détail du suivi de consommation. Là, je vous ai mis un exemple d'une consommation électrique française au cours d'une journée d'hiver, donc une journée type. Euh, on voit que finalement, on a souvent un creux dans la nuit, une montée en charge le matin avec une pointe, un creux dans l'après-midi, mais moins important que la nuit,
Et après, une pointe le soir, forcément, quand on revient du travail, et une redescente avec la nuit qui arrive. On- Ça, c'est vraiment la journée type en France. Après, ça peut être très différent en fonction de chaque foyer, donc c'est pas très parlant, mais ça vous donne un peu une idée de à quoi ça peut ressembler en logique. Vous allez voir, je vais vous montrer un exemple. On peut avoir quelque chose d'un petit peu différent. Comment suivre sa consommation? C'est assez simple. Il faut créer un compte. Ou alors accéder à votre compte qui est déjà créé d'office parce que vous avez peut-être déjà un compte EDF qui se crée d'office ou un compte Enedis. On y accède du coup, donc comme Enedis, donc qui est le ancien, nouveau plutôt ERDF, et ou le site de votre fournisseur d'énergie. Donc j'ai parlé d'EDF, mais ça peut être Engie, Total, Enercop, enfin il y en a plein. Et ils ont tous maintenant des applications, des sites internet où on peut euh, lire sa consommation de manière plus ou moins fine. Mais bon, Enedis, en tout cas, tout le monde l'a. Du coup, je vais vous montrer un exemple d'Enedis sur mon compte personnel. Donc là, je me suis déjà connectée, j'avais créé mon compte. Et quand on arrive dessus, sur la première page, c'est ça qu'on voit. On a le nombre de compteurs associés à mon compte. Donc moi, j'en ai un. Et après, vous pouvez gérer l'accès à vos données, à savoir est-ce que vous voulez vraiment que vous autorisez le partage de vos données, l'accès, est-ce que vous voulez un pad qui soit horaire ou pas, pour que ce soit pas trop précis. On peut gérer pas mal d'accès à ces données. On peut avoir un détail un peu plus fin ici. Et donc moi, du coup, j'avais pas activé mon pas horaire, mais je l'ai fait et en fait, ça a récupéré tout l'historique. Donc en fait, il le garde, enfin le compteur le garde finalement d'une manière ou d'une autre. Et donc, vous pouvez aller dans le suivi de vos mesures. Ici, on peut faire apparaître, donc comme je vous disais, la puissance ou la consommation et plusieurs pas différents. Donc soit par année, par mois, par semaine, par jour ou même par heure. Donc là, vous avez la consommation par jour et si on revient à la consommation par heure, ça donne quelque chose comme ça. On peut voir à quelle heure on a fait tel pic de consommation. Donc vous voyez qu'on... Alors, donc du coup, pour donner un peu de contexte, chez moi, je me chauffe à l'électricité. J'ai une pompe à chaleur RO, l'eau chaude aussi est à l'électricité. Et j'ai une programmation donc horaire et des thermostats. Donc on voit bien que la nuit, ça se coupe totalement le chauffage. Le bruit de fond qu'on peut voir ici, c'est chez moi, a priori, c'est que le frigo. Normalement, si on a bien coupé tous les appareils en veille, donc normalement, ça doit être ça. Et donc, voilà, on voit le pic assez important qu'il y a le matin, quand le chauffage se relance. On en a un petit peu en journée, certainement que ça doit redescendre en dessous de 17. Et ça reprend un peu plus, de manière un peu plus importante en fin de journée. Ce que je ne sais pas exactement, c'est quand est-ce que le chauffe-eau se lance. Il faudrait que j'étudie ça un peu plus, de manière un peu plus poussée, mais on peut imaginer que c'est quand il y a des pics importants et qu'il n'y a pas de... Peut-être à cet endroit-là, puisque a priori il fait pas tellement moins chaud à cette période. Mais je me suis pas trop encore penchée là-dessus. Euh, quelque chose un peu intéressant chose un peu intéressante qu'on peut voir quand on regarde la conso par jour, je me suis notée puisque euh, j'ai fait la rénovation de ma maison en train de finaliser là et euh, et du coup il y a une période assez intéressante, c'est celle-ci. Euh, En fait, sur cette période-là, j'avais une isolation de mes combles très mauvaise, voire quasi nulle sur une partie. Donc, et à partir de cette date-là, on a isolé les combles avec de la ouate de cellulose. Et du coup, voilà, en gros, vous voyez un peu la différence que ça peut représenter. Donc là, on était quasiment sur les mêmes températures. On voit que finalement, même après, même quand ça augmente, ça change pas grand-chose. Donc, on est passé de 50 à 13. Donc, c'est le genre de choses que vous pouvez observer et voir un peu l'impact que ça peut avoir de couper le chauffage pendant des journées d'absence quand on n'est pas là, on est en vacances. Voilà, c'est des choses intéressantes pour prévoir sa conso, pour un peu l'ajuster, voir s'il y a eu des soucis ou quoi. Enfin,
ça me semble intéressant. Donc, il faut un peu se pencher dessus, hein, c'est pas évident à analyser, mais c'est pas trop mal. On va y revenir si ça vous intéresse plus tard, mais on peut rester longtemps hein, sur des consos pour les analyser. Et du coup, ça, Euh, Colline, oui, ouais, donc Enedis, c'est ce qu'on appelle le gestionnaire de réseau, donc c'est l'entité qui gère notamment les compteurs Linky. Mais là, le site sur lequel tu es, c'est complètement gratuit. oui, ouais, D'accord. ouais, c'est ça. Et oui, effectivement, j'ai pu le faire parce que il y a un Linky chez moi. Sur Forcément, Oléron, la plupart des gens ont des Linky. Et par contre, une fois que tout est, enfin, il faut activer quand même l'enregistrement à une maille un petit peu plus fine de mémoire. Le c'est compteur va ça. donner des données par jour, mais si on veut les données que tu as montrées par pas de 30 minutes ou 10 minutes, je sais plus, il faut activer ça, c'est important. Oui, c'est ça. Et moi, je l'ai activé ici, mais je l'ai fait, c'est à cet endroit-là. Et je l'ai D'accord. fait, mais dimanche, quoi. En fait, et Hmm. ça a marché. C'était pas très, très compliqué. Non, ouais, si. J'ai mis l'enregistrement et la collecte, mais bon, voilà, Bon, en on tout peut cas, voilà, c'est un faire moyen de un suivre peu tes ce qu'on veut. consos et comme tu as montré, de voir l'effet de travaux de rénovation, quoi. Ouais, oui, par exemple, je trouve que c'est assez parlant, quoi, du coup. Hmm. Quand on est, ça fait moins regretter les travaux qui peuvent être assez importants. Voilà. Ça donne tout son intérêt, en tout cas. Du coup, euh, maintenant, je passe aux économies à réaliser sans investir. Et puis après, on regardera des économies à faire en investissant. Donc là, tout n'est pas forcément déjà exhaustif et adapté à tous les logements, mais on va essayer d'être le plus complet possible. Et, euh, et autre point, et il y a beaucoup de choses qui vont être du bon sens. Je vais dire des choses qui vont certainement vous paraître évidentes, peut-être d'autres moins. Donc, mais bon, comme j'essaie d'être le plus exhaustif possible, la plus exhaustive possible, je vous dis tout. Euh, du coup, on commence tout d'abord par la cuisine avec ici un petit schéma qui récapitule toutes les bonnes pratiques et je vous ai mis à côté les éléments intéressants à réaliser. Donc déjà, dans la cuisine, on a ce qui consomme beaucoup, euh, c'est donc le réfrigérateur. Une chose qui peut être faite et qui n'est pas forcément faite de manière très consciencieuse parce que c'est un peu pénible à faire, mais c'est déjà nettoyer la grille arrière du réfrigérateur pour que ça ne surconsomme pas. Également, dégivrer régulièrement le congélateur et le réfrigérateur qui font surconsommer le, le frigo. Les bonnes températures à constater, ce sont 4 ou 5 degrés dans le réfrigérateur et moins 18 degrés dans le congélateur. On- pour ça, bon, il faut placer un thermostat à l'intérieur ou un thermomètre. En tout cas, on peut avoir la main quand même sur de 1 à 5 en général. Et voilà, il faut pas forcément mettre trop frais. 4-5 degrés, je suppose que ça doit être 2 ou 3 en général. Il n'y a pas besoin de mettre trop froid. Également, ne pas trop coller les appareils de froid, donc les frigos à, à des sources de chaleur, mais aussi même juste au mur. Il faut qu'il y ait au moins 5 centimètres pour que ça puisse bien l'air puisse bien circuler derrière. Et en bonus, éviter de mettre des plats chauds directement dans le réfrigérateur, bien les laisser refroidir. Et donc, comme je disais, les laisser loin des radiateurs, mais aussi du soleil, si c'est possible, loin des sources de chaleur. Et Colline, là, ton schéma, c'est évidemment un frigo classe A qui est pas vide, quoi, qui est pas Ouais, disproportionné par rapport aux besoins. exactement. Et je ne crois pas que je le mentionne, mais c'est évidemment ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des équipements qui soient adaptés à vos besoins. C'est pas forcément utile d'avoir un très grand frigo ou un grand congélateur si vous utilisez un seul tiroir. Bon, voilà. L'idée, c'est d'avoir quelque chose adapté à vos besoins. Et évidemment de classe A. A++ maintenant même. Et est-ce que Euh, quand Pardon. on décongèle des aliments,
est-ce que les décongeler dans la partie frigo à 4, ça peut, enfin, c'est plutôt bien ou pas? Enfin, permet de ne pas, enfin, de maintenir une température froide plus facilement peut-être, au lieu de perdre la décongélation à l'air libre. Ouais, c'est sûr que oui, ça doit, à mon avis, c'est quand même limité, mais ça doit, oui, ça doit avoir un impact. Après, il faut faire gaffe à, faut faire attention toujours aux chaînes du froid quand même. Bon, là, normalement, ça doit aller, mais il faut pas forcément euh, décongeler trop lentement, enfin, ou réchauffer trop lentement. Sinon, les bactéries ont le temps de se développer et tout ça. Donc, et puis faire attention à pas remettre au congélateur. Mais oui, non, l'idée, c'est que ça peut faire gagner quelques petits degrés, quelques petits kilowattheures. Euh, ensuite, donc, le reste de la cuisine. Pendant la cuisson, si possible, essayez de couvrir les casseroles ou les poêles pour garder et maintenir la chaleur le plus possible et pas chauffer la pièce. Essayez de remplir au maximum. Donc là, j'ai lave-linge, mais aussi, là, en l'occurrence, lave-vaisselle avant de l'utiliser, pas qu'il tourne à vide. Nettoyez régulièrement les filtres des lave-vaisselle pour qu'ils fonctionnent au mieux et qu'il n'y ait pas besoin de fonctionner plus fort pour qu'ils marchent bien. Privilégiez tous les programmes éco, euh, au Eco Time, et limiter la température. Et petite info sur la consommation, à savoir que si on lave sa vaisselle à 50 degrés ou avec un programme éco, ça peut être une économie d'énergie de 45% d'électricité par rapport à un programme intensif. Donc c'est pas du tout négligeable, surtout si on fait beaucoup tourner le lave-vaisselle. Le nettoyage du filtre, là, en quoi ça augmente la consommation? C'est que la pompe tourne plus? Je me posais cette question. Est-ce que tu sais ça? Je pense que c'est plus pour là, il y en a que c'est plus des bonnes pratiques sanitaires, hein, voilà. Et Mm. puis au niveau de l'eau, parce que c'était aussi large sur ce Ah point de oui, vue-là. Mais je pense que alors peut-être que c'est aussi dans l'idée que si on nettoie moins, ça lave moins bien. Donc on va peut-être avoir tendance à plus mettre un programme plus fort ou plus long. d'accord. Et je pense qu'il y a un peu de ça dans l'idée. Ok, Mais c'est pas directement. Je suis pas sûre que la pompe fonctionne beaucoup plus fort, qu'elle s'adapte. ok, Bon, ça doit dépendre de la vaisselle aussi. d'accord. Ensuite, au niveau de la buanderie, donc j'ai déjà dit quelques petites choses sur le lave-linge, mais donc ça c'est plus point de vue réduction d'impact environnemental plutôt que économie d'énergie. Mais bon, dans l'idée, essayez au maximum de privilégier des lessives avec des labels, un label environnemental. Si possible, ne pas utiliser de sèche-linge et plutôt utiliser des séchoirs. Alors, il y a plusieurs noms pour, pour décrire les séchoirs, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, ou bien dans le jardin, si on a la chance d'en avoir un et de pouvoir étendre le linge. Et puis, au maximum, donc, de le remplir, donc, en laissant un peu d'espace, évidemment, pour que ça tourne bien, mais de le remplir et pas le faire tourner à moitié vide. À nouveau, nettoyer le filtre pour il y a aussi augmenter la durée de vie. Donc, ça, c'est plus en économie d'énergie, économie d'achat en fait. Hmm. Nettoyant régulièrement le filtre, vous allez augmenter sa durée de vie et donc voilà, moins dépenser in Entretien. fine. Hmm. Et, euh, et bien sûr, donc privilégier les cycles courts, basse température, voire à froid, 30 degrés sont en général largement suffisants pour du linge classique. Et donc, à nouveau, petit chiffre, quand on lave à 30 degrés, on consomme 3 fois moins qu'un lavage à 90 et donc 2 fois moins qu'un lavage à 60 degrés. À nouveau, la suite de la buanderie, donc ça, c'est plus un côté plutôt ventilation générale hein, dans la maison. Dans l'idée, il faut penser à nettoyer et dépoussiérer régulièrement les bouches de ventilation. Aérer tout de même les pièces 5 à 10 minutes par jour, même si c'est moins essentiel si vous avez une VMC qui est efficace, mais c'est toujours bien de euh, renouveler l'air directement avec l'extérieur.
Et bien sûr, donc repérer les fuites et les réparer. Donc ça, c'est du bon sens. Mais donc ça, c'est plus pour la consommation d'eau. Euh, mais voilà, c'est la petite, plus le côté ventilation et réparation de fuite qui nous concerne un peu moins sur l'énergie électrique. Dans la salle de bain, donc privilégier plutôt des douches qui soient courtes et couper l'eau pendant le savonnage. Donc, ce qui est préconisé, c'est 5 minutes maximum, mais je peux entendre que c'est parfois difficile de faire tenir une douche à 5 minutes, mais bon, faut essayer de s'y tenir ou de s'en rapprocher le plus possible. Donc pas aérer plus de 5 minutes, même si 5 minutes, comme je vous l'ai dit, c'est quand même bien. Et privilégier les VMC qui soient de type hygroréglable, donc qui sont des VMC euh, qui vont s'adapter, disons, au taux d'humidité dans la pièce, donc qui vont faire un renouvellement d'air plus précis et donc euh, moins, disons, aspirer le chauffage et donc permettre de moins consommer. Donc en général, le gain énergétique est un peu plus important qu'avec une VMC classique ou avec une ventilation naturelle. Pensez à couper l'eau pendant le savonnage ou le brossage des dents, donc ça, c'est assez classique également. Préférez les douches au bain, évidemment, et installer des mousseurs sur le robinet du lavabo ou même sur la douche. Ça permet de limiter la consommation d'eau et éventuellement aussi d'eau chaude et donc de limiter les consommations d'énergie. Un réducteur de débit, on estime que c'est 40 euros par an d'économie en moyenne. Je suppose que ça dépend de la conso de chacun, mais voilà, c'est vite rentabilisé, ça coûte quelques euros, donc ça peut vraiment être intéressant à Mm. ajouter sur tous les lavabos. On passe maintenant à la chambre. Donc là-dessus, dans une chambre au niveau des températures, celles qui sont recommandées la nuit, ou quand elle est inoccupée, c'est 16 ou 17 degrés. On n'a pas forcément besoin d'avoir chaud avec une une haute température, puisqu'avec une couette, finalement, on arrive très vite à être bien dans sa chambre, puis c'est pas très conseillé même d'un point de vue sanitaire. Également, essayer d'installer des rideaux épais, de les fermer la nuit et ou mettre des volets qui permettront de limiter la sensation de paroi froide et le rayonnement froid qu'il peut y avoir la nuit. Éviter au maximum éviter tout court de recouvrir les radiateurs et de faire pendre les rideaux devant le radiateur pour qu'il puisse bien chauffer la pièce. Donc ça vaut pour toutes les pièces hein, d'ailleurs. Et dans l'idéal, donc essayer de purger régulièrement les radiateurs et éviter tous les radiateurs électriques d'appoint et les radiateurs d'appoint électriques pardon ou à gaz qui consomment beaucoup. Ce qui se- Les radiateurs aussi, des fois, on voit des maisons où il y a des choses devant, des meubles. Enfin, ça aussi, ça aide pas quoi à optimiser l'efficacité. Surtout des radiateurs qui vont être à basse température, ont vraiment besoin d'une grande surface d'émission. Donc dès qu'ils sont un petit peu recouverts ou occultés, on peut facilement euh, moins bien chauffer et avoir une sensation de froid, quoi. Donc il faut vraiment essayer de les dégager au maximum. Et du coup, ce qui se dit en général, c'est que voilà, en degré en moins, c'est 7% d'économie d'énergie. Et je sais pas si ça apparaît, je croyais que ça apparaît, peut-être ça apparaît après, mais donc là, c'est dans les températures d'inoccupation ou dans la chambre. Dans les autres espaces, en général, on dit 19 ou 20 degrés. Je pense que ça, on nous a un peu rabattu les oreilles cet hiver. Tout le monde a un peu conscience de cette température. Donc après, c'est en fonction d'éventuels défauts d'isolation, ça peut être plus dur à tenir et une sensation de froid plus importante s'il y a des courants d'air, un taux d'humidité important. En fait, 19 degrés, c'est pas du tout le même ressenti selon les conditions. Donc, c'est pour ça que on y reviendra plus tard, mais une isolation est très importante, une bonne isolation. Dans le salon et bureau, mais aussi dans n'importe quelle autre pièce, bien penser à éteindre les lumières en quittant une pièce, hein, ça tombe sous le sens. Euh, Éviter les abat-jours qui soient sombres, épais ou sales. Enfin, voilà, essayer de optimiser au maximum
fonctionnement de l'éclairage. Fermer les portes des pièces qui sont peu chauffées, hein, essayer de cloisonner au maximum s'il y a des pièces qui sont peu ou pas chauffées. Placer éventuellement des bas de porte, donc sur celles qui donnent sur des caves extérieures, garages par exemple. Ça peut aider à limiter les courants d'air et les pertes, les ponts thermiques aussi qui peuvent exister. À nouveau, privilégier les équipements performants avec une bonne place sur l'étiquette énergie. Donc, on peut le voir ici, ce qu'on retrouve maintenant sur tous les appareils électroniques qui consomment. Donc maintenant, ça a été un peu revu dernièrement, donc c'est plus aussi facile d'atteindre une étiquette A. Donc, ça a vraiment son importance de privilégier des appareils peu consommateurs. Et là-dessus, passer d'une classe à une autre, pour un lave-linge, on estime que c'est à 12 à 13% d'économie d'énergie, pour un téléviseur, 15 à 20%. Donc, vraiment, ça peut être intéressant de regarder est-ce que ben, votre frigo est peut-être un peu en fin de vie, si c'est l'occasion de le changer, donc pas changer si ça fait qu'il fonctionne encore très bien, hein. Mais voilà, ça peut être quand même aussi une source d'économie d'énergie, donc ne pas le négliger. Ensuite, toujours salon bureau. Là, on fait un focus plus sur les veilles qui peuvent consommer pas mal. Parce qu'on a beaucoup, en fait, on a beaucoup d'appareils électroniques. Donc, pensez à tout, hein, que ce soit ordinateur, télévision, console de jeu, boîtier TV, box, Internet. En fait, c'est beaucoup d'équipements qui peuvent consommer. Donc, euh, c'est je ne trouve plus le mot, je crois que je l'ai écrit après. Une multiprise d'interrupteurs, c'est l'ami de tous. Si possible, essayez de mettre un maximum d'appareils dessus et bien penser à l'éteindre en fin de journée ou le matin en partant au travail. Donc, c'est des veilles en moins et il y en a beaucoup. Essayez aussi d'éviter de laisser charger les appareils, que ce soit les téléphones portables ou les ordinateurs portables, par exemple. Ça consomme et en plus, ça use prématurément votre appareil. Donc, c'est vraiment à éviter au maximum. Et petit ordre de grandeur, on estime que ça représente 15% de la facture d'électricité, donc quand il n'y a pas de chauffage et d'eau chaude. Et donc, ça peut représenter 100 euros par an en fonction des foyers. Donc, vraiment, les veilles, euh, faites la chasse aux veilles, quoi, en gros. Vous aurez rentabilisé très vite votre multiprise à interrupteur. Et Colline, donc laisser un portable chargé toute la nuit, une fois qu'il est chargé, si on le laisse, ça continue de consommer. C'est ça, ouais. Il y a D'accord. comment ça s'appelle? Je ne trouve pas le mot, mais condenseur peut-être? Je sais pas ça le mot, mais en gros la prise en elle-même, quand on la touche, elle chauffe, donc elle chauffe plus forcément quand on charge, mais ça quand même ça continue à chauffer un petit peu et donc à consommer de l'énergie tout le temps en D'accord. fait dès que c'est branché. Donc Ok. vraiment essayer au moins les enlever ou les débrancher. Donc ouais. Voilà. Et essayer de mettre son portable en mode avion, comme ça il consomme moins, vous aurez moins besoin de le recharger. Voilà. Hmm. Donc j'ai fait le tour des éco-gestes dans la maison et maintenant je vais passer aux économies qu'on peut faire en investissant dans son bien. Donc en investissant plus ou moins, vous allez voir, mais ça peut être assez important suivant les cas. Donc déjà un petit schéma qui vous rappelle la logique à avoir quand on rénove une maison. Donc une maison qui, de base, n'est pas isolée nulle part, on va dire. Euh, la première chose à faire, c'est vraiment de réfléchir à l'isolation du logement. Donc toiture, mur, sol, menuiserie, tout ça, c'est de l'isolation. Et tous ces postes sont plus ou moins importants, mais sont importants. C'est pour avoir une maison bien isolée, il faut réfléchir à tous ces postes. On va rentrer un peu plus dans le détail après. Mais en tout cas, c'est important de limiter au maximum la consommation de son logement avant de traiter les autres postes, que ce soit donc ventilation ou chauffage. Pour plusieurs raisons. Donc déjà, pour limiter sa consommation au maximum, mais aussi parce que, par exemple, votre appareil de chauffage, si vous le changez avant d'avoir traité les murs ou les combles,
Et en fait, l'appareil qu'on va vous mettre, il va être dimensionné pour fonctionner avec votre consommation actuelle. Si jamais un an plus tard, elle est plus basse, bah, votre appareil ne va pas être dimensionné su- de manière très juste. Et du coup, il va potentiellement surconsommer, il va s'user plus vite, il va pas être bien adapté. Donc, et vous l'aurez peut-être même payé, enfin, vous aurez certainement payé plus cher au départ. Donc vraiment, il n'y a pas très peu d'intérêt à faire les choses à l'envers. Et vraiment, il vaut mieux soit faire ça dans l'ordre qui est ici, soit tout faire en même temps. Comme ça, au moins, vous savez direct les consommations, l'isolation, les niveaux d'isolation que vous allez pouvoir faire. Ventilation et chauffage, je dirais que c'est à réfléchir un petit peu en même temps aussi que l'isolation, parce que, plus pour des raisons pratiques, parce que si vous isolez vos combles et que vous demandez à votre électricien de mettre la VMC après, il sera peut-être un peu plus embêté que si vous lui avez demandé de le faire en même temps ou juste avant. Après, en soi, effectivement, ça peut se voir par la suite, mais si ça peut se voir en même temps, c'est quand même plus pratique. Ensuite, donc, le chauffage et éventuellement en même temps ou bien à la fin, les énergies renouvelables, puisque rien n'empêche que pour le chauffage ou le chauffage sanitaire, on mette des énergies renouvelables. Euh, Ici, vous avez un peu un détail des pertes de chaleur qu'on peut avoir dans une maison qui n'est pas isolée, donc avant 74. Donc, on voit sur ce type de maison que le plus gros, donc la chaleur monte, donc forcément le plus gros des déperditions est au niveau de la toiture. On peut avoir 25 à 30% de déperditions. Ensuite, on a les murs, puisque logiquement, c'est là où il y a le plus de surface, en fait, hein. Donc, euh, beaucoup de déperditions au niveau des murs. Ensuite, les menuiseries, le sol, donc qui pareil peut être plus ou moins important si vous avez une dalle ou une cave, un sous-sol, enfin, ça peut être assez variable. Et enfin, les ponts thermiques qui peuvent être traités pendant l'isolation, euh, en refaisant l'isolation des murs ou l'isolation des fenêtres. Enfin, voilà. C'est aussi des points d'attention à avoir. Colline, Oui. est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un pont thermique? Je suis pas sûr que ça soit clair pour tout le monde, ça. C'est un peu Ouais. particulier. Euh, Les ponts thermiques, ça va être des endroits dans la maison où il va y avoir des ruptures d'isolation, des zones qui vont être plus soumises au froid extérieur et qui peuvent présenter des points de condensation, des problèmes de condensation, puisque forcément, il y a un apport de froid plus important à cet endroit-là. À l'intérieur, vous chauffez, et donc ça peut se traduire, par exemple, par des traces euh, d'humidité ou de moisissure même, je sais pas, entre deux cloisons intermédiaires, ou parfois on en voit aussi au niveau des menuiseries. C'est voilà, c'est des ruptures d'isolation, on va dire, et des points froids en général qui sont dus à des des défauts d'isolation ou des défauts de pose aussi. Ça Mhm. peut créer des ponts thermiques quand ça n'a pas été très bien posé, malheureusement. D'accord. Euh, Ici, je vous ai mis une estimation de coût pour info de ce que représente, par exemple, l'isolation des combles perdus. On est sur en ce moment, 20 à 30 euros par mètre carré. L'isolation des murs, en général, ce que je dis beaucoup en rendez-vous, c'est que c'est toujours plus intéressant, thermiquement parlant, de le faire par l'extérieur parce que on évite justement les ponts thermiques puisqu'on ne va pas s'arrêter au plancher intermédiaire ou aux cloisons intermédiaires. Mais le gros défaut, et puis on va éviter la réduction de surface à l'intérieur, mais le gros défaut d'isolation par l'extérieur, pardon, surtout en ce moment, c'est le coût. Puisque là, je vous l'ai mis, on est 2 à 3 fois plus élevé que par l'intérieur. Quand c'est pas tout possible, déjà une isolation par l'intérieur, c'est déjà bien. Et quand c'est possible, techniquement d'ailleurs, hein, et financièrement, c'est encore mieux de pouvoir le faire par l'extérieur. Une fenêtre, pareil, assez variable, mais en général, on est à 500 à 800 euros par mètre carré pour remplacer une fenêtre classique.
Et pour le plancher bas, 50 à 100 euros par mètre carré. Et donc, à nouveau, attention au fond thermique quand on fait des travaux d'isolation. Hop. Un petit point matériaux biosourcés, on en entend parler ici et là. Et biosourcé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un matériau qui est d'origine animale ou végétale, qui est issu du vivant, euh, qui a pas mal d'avantages. Donc déjà, un avantage écologique certain, puisque ça a un impact moindre sur l'environnement, parce que on va pouvoir plus stocker le carbone avec de la laine de bois, par exemple, même de la boîte de cellulose, qui est du papier recyclé. On va préserver plus de ressources naturelles et on a parfois plus de possibilités aussi d'avoir du biosourcé au niveau local. Donc aussi, ça va permettre de réduire les transports en fait liés à l'utilisation d'un matériaux pour isoler. Et également, ça améliore le confort d'été, puisque ce sont des isolants qui ont ce qu'on appelle un fort temps de déphasage thermique, et du coup qui vont relâcher la chaleur plus tardivement que la laine de verre, par exemple, ou de la laine minérale. Et donc, en général, on a un meilleur confort estival avec ce type d'isolant. Et donc voilà, une démarche encore plus durable, matériaux locaux, moins transformés possible, c'est le top. Et il y en a beaucoup, hein, là j'en ai mis quelques exemples, mais il y a beaucoup de matériaux biosourcés qui existent en France. Petit point ventilation, avec à gauche un petit schéma qui montre le fonctionnement du VMC simple flux. Donc, principe général, vous avez des bouches d'extraction qui vont être présentes dans les pièces humides, donc WC, cuisine, salle de bain, et dans les pièces sèches, donc salon, chambre, vous allez avoir des entrées d'air. Et donc, comme on peut voir dans le schéma, euh, l'air est aspiré dans les pièces humides. Ici, il y a des entrées d'air dans les pièces sèches, et du coup, ça permet un renouvellement d'air total au niveau de la maison avec une circulation d'air. Ça nécessite donc d'avoir des entrées d'air, mais aussi d'avoir des pas de porte qui soient bien dimensionnés. C'est-à-dire que de mémoire, 1 centimètre dans les pièces comme chambre, pièces classiques, pièces sèches, pièces humides, 3 centimètres. Je crois que c'est une subtilité avec la cuisine et la salle de bain. Mais en gros, voilà, ça va être entre 1 à 3 centimètres. Il ne faut pas que ce soit au ras de la porte, sinon c'est pas optimal. Ensuite, à côté, le principe de la VMC, pardon, double flux. Là, c'est simple, on contrôle tout, l'air entrant et l'air sortant, et à un endroit, ici, en général dans les combles ou une pièce annexe, on a un échangeur qui va permettre de préchauffer l'air entrant avec l'air sortant, et donc d'avoir un air qui est beaucoup plus chaud en entrant, et donc qui permet de limiter la consommation de chauffage. Et du coup, ça nécessite aussi un filtre, puisque forcément, on contrôle aussi l'air qui rentre. Donc, il y a un filtre qui est un peu plus contraignant, puisque du coup, il faut le changer tous les 6 mois à 1 an. Il y a quand même une maintenance aussi à faire sur la VMC simple flux, mais il n'y a pas de filtre, donc elle est beaucoup moins. En général, on l'a fait de manière moins rigoureuse, mais déjà, elle est moins régulière. Et puis là, vraiment, c'est pas du tout à négliger. Ça peut se faire soi-même, comme ça peut se faire par des mainteneurs. Et ça nécessite aussi d'avoir une maison totalement étanche à l'air. Du coup, là, Mm. il faut boucher toutes les entrées d'air, toutes les, je sais pas, des endroits où il y aurait des grilles de ventilation annexes. Enfin, voilà, il faut au maximum pouvoir tout contrôler pour que ce soit vraiment efficace. Mais après, c'est ce qui se fait de mieux en termes de VMC. C'est ce qui est le plus économe en énergie. Donc, Colline, c'est difficile de Ouais. passer d'un logement VMC simple flux à un logement VMC double flux, sauf à fermer, à boucher les grilles d'air dans les menuiseries, par exemple. Ça, c'est pas le plus compliqué, je dirais. En Ouais, général, pour la double flux, ce qui est vraiment compliqué, c'est euh, d'avoir l'espace en fait pour faire passer les gaines. Il y a ouais. vraiment des gaines dans toutes les pièces. Donc, je dirais qu'en rénovation, là où ça peut être assez simple, c'est si on a une maison de plein pied avec des combles. Ça va, hein, c'est pas très Mm. compliqué.
dès qu'on n'a pas de comble, globalement une VMC, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Et, euh, et puis quand on a des étages qu'il faut aller chercher à des endroits où il n'y a pas de vide technique, ça peut être un peu plus compliqué. Pas impossible, mais plus compliqué. Après, déjà, si on a des extracteurs mécaniques dans les pièces humides et des entrées d'air dans les pièces sèches, c'est déjà bien, hein. Là, ça optimise le fait d'avoir un bloc moteur à un endroit qui récupère tout, mais des extracteurs, c'est déjà bien. D'accord. Ensuite, un petit focus sur le chauffage. Euh, du coup, ici, on a un exemple avec donc d'un côté le chauffage central et de l'autre le chauffage décentralisé. Donc, je vais pas forcément entrer dans le détail de tout ce qu'il y a, mais ce qu'on retrouve beaucoup, ce sont les chaudières, donc qu'ils soient fuel, gaz, électrique ou au bois. Euh, on essaye au maximum de se débarrasser des chaudières au fuel ou au gaz et électrique actuellement. On va privilégier soit des chaudières à gaz, mais plutôt à condensation avec un fort rendement. Soit on peut se rediriger, donc ce qui est à côté, sur une pompe à chaleur. Donc, pas nécessairement celle qui se pose beaucoup, la pompe à chaleur RO, hein. Ça peut aussi être une pompe à chaleur OO ou sol-eau, où au lieu d'aller chercher les calories dans l'air, on va les chercher dans le sol ou dans une nappe. C'est pas toujours possible techniquement et c'est un coût un peu plus important, mais c'est un peu un investissement pour l'avenir parce qu'une fois que c'est fait, c'est très très rentable, ça fait des rendements excellents et ça peut durer vraiment beaucoup plus longtemps que une unité extérieure qu'on retrouve avec une pompe à chaleur, RO. Système solaire combiné aussi, qui nécessite toujours un appoint, que ce soit électrique, gaz ou bois, mais qui permet de récupérer la chaleur solaire avec un fluide qui va circuler dans des panneaux solaires thermiques. Et je crois pas trop que ce soit possible sur l'île de Léron, mais bon, il y a certaines zones où il y a des réseaux de chaleur urbains. Ça permet de mutualiser au maximum euh, la chaleur avec ses voisins, d'avoir des chaufferies de réseau qui sont plus économes en énergie, qui utilisent du renouvelable, ou même des déchets. Voilà. C'est assez intéressant. Et quand on n'a pas de chauffage central, on a en général euh, des radiateurs électriques ou un poêle, ou les deux d'ailleurs. Euh, bon, les radiateurs électriques n'ont pas un rendement très mauvais, mais c'est que l'électricité coûte très cher. Donc, en général, c'est euh, com- coûteux hein, de se chauffer juste avec des radiateurs ou un plancher électrique. On peut avoir, du coup, c'est pas vraiment écrit ici, mais en pompe à chaleur, on peut avoir du RR aussi, qui peut être un peu, d'une certaine manière, décentralisé avec des splits. Là, ça permet d'avoir un bon rendement, mais attention, quand on a des pompes à chaleur RR, à ne pas consommer l'été pour climatiser et se retrouver à perdre en fait les économies d'énergie qu'on fait l'hiver en consommant l'été. Euh, et donc, il est aussi possible d'avoir poêle, foyer fermé, un fer, poêle à bois, bûche ou granulé, qui sont aussi des systèmes qui peuvent chauffer tout ou une partie de la maison et qui sont intéressants d'un point de vue thermique et économie d'énergie ou financière. Parce que le bois reste, c'est peu cher bon, de plus en plus cher, mais quand même moins cher que le reste des énergies. Je vais pas trop rentrer dans le détail de tout, enfin, on pourrait en passer toute une presse là-dessus, mais voilà. Ça vous donne un petit panel de tout ce qui existe sur le On chauffage. on a vu dans les épisodes précédents pas mal de ces techniques, donc il y a des personnes intéressées, il y a les replays encore une fois qui sont accessibles. Voilà. Et à nouveau, petit focus donc là plus sur l'eau chaude sanitaire. Donc euh, grand classique, ça va être le chauffe-eau électrique, hein, le fameux Cumulus, et le chauffe-eau gaz aussi, on le retrouve. Et en chauffe-eau dit performant, on va avoir donc là système classique, système performant, on va avoir les chauffe-eau solaires ou chauffe-eau thermodynamique, donc qui vont fonctionner soit avec les apports solaires, soit thermodynamique, c'est le principe d'une pompe à chaleur, donc ils vont récupérer la chaleur soit dans l'air extérieur, soit l'air intérieur, soit l'air de la VMC, tout ou en partie, mais voilà, ça peut permettre de faire des économies substantielles par rapport
un chauffe-eau classique électrique, par exemple. À savoir que nous, on conseille quand même de partir sur des chauffe-eau performants qui coûtent assez cher à partir de 3 4 personnes. En dessous, on n'a pas une conso aussi intéressante pour que ça soit rentable euh, d'avoir des chauffe-eau performants. Un cumulus bien dimensionné, pas trop enfin, pour les besoins des personnes qui sont là au quotidien, c'est déjà très bien. Et Colline, le Oui, choix entre un chauffe-eau solaire saisi et un chauffe-eau thermodynamique, qu'est-ce qu'il faut regarder comme critère? Est-ce que c'est déjà plusieurs choses. Déjà un peu savoir techniquement ce qui peut être fait chez soi, parce que tout va peut-être pas être adapté. Un chauffe-eau thermodynamique, comme je disais, ça nécessite soit une unité extérieure, soit vous le mettez sur air, vous récupérez l'air dans une pièce. Mais là, c'est pareil, il faut que la pièce soit très grande, il faut qu'il y ait un grand volume, il faut qu'elle soit bien séparée du reste de la maison parce que quand elle est mal positionnée, on se retrouve parfois à chauffer avec son chauffage l'air qui est récupéré par le chauffe-eau thermodynamique. Donc attention comment c'est posé. Euh, Unité extérieure, ça veut dire que ça fait un peu de bruit, qu'il faut de l'espace, qu'il faut que ce soit possible aussi du point de vue urbanisme. Euh, c'est On peut avoir pas mal d'économies. Je crois que de mémoire, c'est 20 à 30% d'économie sur un chauffe-eau thermodynamique. L'économie est plus importante sur le chauffe-eau solaire, mais le coût est un peu plus élevé. Et chauffe-eau solaire, bah, il faut avoir une toiture qui soit bien exposée, faut que ce soit autorisé également. Euh, Pas forcément trop de contre-indications sur le chauffe-eau solaire. Après, vous avez euh, un ballon électrique qui va récupérer, donc où le fluide caloporteur va venir réchauffer le ballon d'eau chaude. Et il faut de l'espace. Mais dans l'ensemble, c'est pas très plus compliqué que ça. En général, c'est que ça coûte plus cher, donc ça freine. Et puis, on n'a pas toujours envie d'avoir des panneaux solaires visibles de l'extérieur. Donc, Non, après, voilà. en consommation électrique, ce serait plutôt le thermodynamique qui consomme plus ou pas, enfin, Ouais, par rapport. le chauffe-eau solaire, surtout par nos contrées, on peut facile être à 60-70% de solaire, hein, Ouais, en moyenne sur l'année, parce que voilà, il y a des périodes où il va y avoir que le solaire, donc on est sur des très bons rendement global très très bon, hein. Donc d'accord. voilà, j'ai un petit penchant pour le chauffe-eau solaire. Après, voilà, tout c'est pas toujours possible, donc Ouais. déjà avoir un chauffe-eau performant, c'est intéressant. Et Mais il y a une question là qui est apparue là sur le comment est-ce qu'on peut évaluer quand on a un chauffe-eau de par exemple 300 litres le temps de chauffe nécessaire pour pour chauffer, être sûr que ce qui est mis en programmation, c'est pas trop. Après, il y a un thermostat, donc j'imagine que ça s'éteint une fois que la température est atteinte. j'ai pas très bien compris Pour déterminer le temps de chauffe minimal nécessaire pour un certain volume de chauffe-eau, pour être sûr que le chauffe-eau est pas programmé sur un temps de chauffe trop long. Est-ce qu'il y a il y a des abacs, des choses comme ça? euh, je sais pas s'il y a des calculs. Moi, j'aurais tendance à répondre que il y a un thermostat, donc une fois que la température de l'eau souhaitée est atteinte, normalement, le chauffe-eau ne doit plus continuer à chauffer. C'est c'est ça, normalement, c'est pas quelque chose qu'on touche trop. Enfin, C'est plus la c'est température de consigne qu'on peut ça. modifier. Mm. C'est la température de consigne qui, en général, alors faut faire attention, faut pas la mettre trop bas. En général, on dit 55 degrés parce que Ouais, 50-55 parce que en dessous, il peut se développer les jaunignos. la legionellose. Du coup, c'est surtout ça sur le temps de chauffe. En général, c'est le chauffe-eau lui-même. Je suis pas sûre que réduire le temps, c'est le thermostat en fait. Je suis pas sûre que ce soit un point vraiment primordial dans l'économie sur le chauffe-eau. Mm. Peut-être plus.
si jamais votre chauffe-eau n'est pas dans une pièce qui est chauffée, peut-être lui mettre une espèce de chauffette, enfin voilà, le caloporter en fait, mettre le protéger pour éviter qu'il perde de la chaleur dans des pièces non Hmm. chauffées. Mais le temps de chauffe, je suis pas sûre que ça change énormément. Ouais, pour réduire la consommation des chauffe-eau électriques, il faut plus diminuer la température de consigne de l'eau. Rien ne sert d'avoir de l'eau à 65 degrés. 55, ça suffit largement. Et si on est dans une pièce comme sur Oléron, souvent les chauffe-eau sont dans des garages. Même si les chauffe-eau sont isolés, bah, il y a des systèmes pour réisoler encore plus le chauffe-eau, bah, parce qu'en hiver, bah, on va perdre des calories s'il fait très froid. Voilà, tout simplement. Ok. Merci Colline, on peut se continuer. Alors, il est 35, on a commencé en retard, mais voilà, on a encore un petit peu de temps, mais pas trop. Mais je pense que ça va, Ce sont, connaissant la fin de tes diapos. ouais, je vais passer assez vite puisque la prochaine c'est sur le photovoltaïque, mais comme tu m'as dit, il y a déjà eu un webinaire là-dessus. Donc, en gros, je reprends quelques grands idées reçues qu'il peut y avoir sur les panneaux photovoltaïques, notamment sur le recyclage, parce qu'il est encore on entend encore que ce n'est pas recyclé, mais le recyclage se fait à plus de 94%, et c'est d'ailleurs une obligation puisque c'est un déchet électronique. Il y a une éco-contribution à l'achat. Donc, les panneaux sont recyclés. Ensuite, est-ce qu'il y a des terres rares? Non, il n'y a pas de terres rares en photovoltaïque. Donc, je vous ai mis une fiche si vous voulez voir un peu plus, mais en gros, là-dessus, pas grand-chose de plus à dire. Au niveau de l'énergie de fabrication, on se pose la question, est-ce que ça a vraiment l'impact environnemental est si intéressant que ça, et l'impact énergétique? Il estimait qu'il faut en moyenne 1,5 ans de durée pour rembourser l'énergie de fabrication, donc l'énergie produite par rapport à l'énergie qui a été nécessaire pour le fabriquer le panneau. Son bilan carbone, donc, qui pose aussi question donc, sur l'impact environnemental. Il est estimé à moins de 43 grammes de CO2 par kilowattheure, et donc là on est plus sur du 3,2 ans. C'est la durée qui est nécessaire pour avoir un impact carbone positif, donc une fois qu'il fonctionne et qu'il a produit de l'énergie. Donc on voit que finalement, on s'y retrouve quand même si c'est sûr que ça a un impact certain, hein, puisque c'est un appareil électronique, mais on voit que ce qu'il produit comme énergie compense largement son bilan carbone. Sa longévité, on posait aussi des questions sur sa durée de vie. Actuellement, on garantit la puissance, le rendement d'un panneau qui est garanti 25, voire même 30 ans. Donc, on a, euh, on a donc un rendement qui reste bon encore longtemps, et un panneau qui peut durer très très longtemps en fait. Et ça, c'est juste la garantie de puissance. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 25-30 ans, l'appareil ne fonctionnera plus. Ça se trouve, il fonctionnera encore des années. Les pompiers, donc ça, il y avait un petit sujet sur c'était dangereux en termes d'incendie, et que on pouvait pas euh, un incendie de panneaux photovoltaïques, on pouvait pas intervenir là-dessus. Et ça dépend, disons, de la formation des pompiers, mais en fait, il y a eu des procédures d'intervention et des préconisations qui sont depuis 2011. Donc normalement, les pompiers sont bien avertis de comment gérer euh, un incendie sur un panneau photovoltaïque. Et de toute façon, une fois que vous arrêtez, donc vous avez un compteur électrique, une fois qu'il n'y a plus de jus, voilà, ils peuvent intervenir sans problème sur un incendie qui aurait pu se produire sur une maison où il y a des panneaux, un bâtiment où il y a des panneaux photovoltaïques. Et le dernier point, c'est est-ce que c'est la solution à tous nos problèmes? Bon, vous vous doutez que ce n'est pas le cas. Euh, ça, ça vient en complément de tout ce que j'ai dit auparavant. En gros, euh, l'important au départ, c'est vraiment la sobriété, voilà, isoler au maximum son logement, euh, l'efficacité, avoir des appareils qui consomment le moins possible, qui ont un rendement meilleur possible. Et ensuite, on a le renouvelable un peu la cerise sur le gâteau, et qui est tout aussi intéressant, mais c'est en aucun cas la solution à tous les problèmes et toute la conso qu'il peut y avoir. Je, je me permets, Euh,
Ouais, de Oui, vas-y. compléter, ouais, Colline, il y a le replay là, du jeudi de l'énergie dédié au photovoltaïque qui est disponible depuis début janvier. Et pour faire le lien avec ce que tu présentais au début, là, sur le compteur Linky, il y a beaucoup de projets en autoconsommation en ce moment qui sont demandés. C'est important pour ces projets photovoltaïques en autoconsommation, donc d'activer la courbe de charge que tu as montré tout à l'heure pour bien dimensionner le projet. Là, il y a vraiment un outil intéressant dans le compteur Linky pour cette application. Donc, pour vérifier si jamais vous avez des devis d'artisans avec des études de potentiel solaire, voir un peu si est-ce qu'ils n'ont pas été un peu trop optimistes sur votre autoconsommation. Vous pouvez Mm. totalement vous en servir, quoi, et leur montrer. Voilà. En général, sur des installations de particuliers, on est sur un retour sur investissement de 10-15 ans. Ça peut être moins si on a une grosse conso, mais pas non plus très très court comme ça peut être annoncé parfois, quoi. D'autres arguments qui peuvent vous inciter à faire de la rénovation des travaux de rénovation énergétique, pardon. On le connaît, c'est l'argument économique, baisse de facture d'énergie, aides financières qui peuvent être intéressantes sur votre territoire ou au niveau national, le confort, donc que ce soit le froid, mais aussi le chaud, et l'humidité dans la maison. L'argument écologique, donc là, on va réduire forcément sa conso d'électricité ou d'énergie globalement, mais on peut aussi utiliser des énergies renouvelables ou des matériaux biosourcés. Un projet de vie, on a une nouvelle maison, une famille qui s'agrandit, donc on en profite pour faire des travaux plus importants. Une vente, ça peut permettre d'améliorer votre bien immobilier, faire une plus-value, notamment maintenant on le voit avec toutes les contraintes réglementaires qu'il va y avoir sur les passoires énergétiques, que ce soit pour de la revente ou des bailleurs qui vont être aussi contraints là-dessus. Et du coup, je le disais, le cadre juridique, voilà, avec les passoires énergétiques, mais aussi les réglementations avec les chaudières fuel, euh, on ne peut plus installer de chaudières fuel, ou on peut encore les réparer, mais voilà, on est un peu plus contraint. Donc, tout ça peut vous inciter à faire plus de travaux, à vous poser en tout cas la question et à les conseiller, voir un conseiller France Rénov sur l'île de Léron, par exemple. Et du coup, ça, je vais passer très rapidement, puisque comme je vous dis, c'est des choses qui vont être abordées, qui peuvent être abordées avec votre conseiller. Mais en gros, actuellement, il y a beaucoup d'aides qui peuvent exister, donc que ce soit ma prime Rénov ou ma prime Rénov Sérénité pour les plus modestes, les primes C2E ou énergie, qui s'appelle prime énergie. Il y a des caisses de retraite qui peuvent aider. Ces aides, elles vont être plus ou moins importantes en fonction de votre niveau de revenu, mais il y a quand même des aides pour tout le monde. Il peut y avoir des aides locales également. Et les TVA pardon, à taux réduit pour tous les travaux de rénovation. Et pour financer tous ces travaux, des éco-PTZ à voir avec votre banque. Après, ça reste un prêt. Mais sur un projet de rénovation importante, on peut avoir jusqu'à 50 000 euros de prêt. Donc, ça peut être intéressant pour financer ces travaux. Et bon, là, Pierre l'avait montré tout à l'heure, mais je vous ai remis une petite slide sur l'accompagnement France Rénov'. Donc, si vous n'êtes pas de l'île d'Oléron ou si vous avez un logement ailleurs, sachez que vous pouvez aller sur le site de France Rénov', vous connecter en mettant votre code postal, vous trouverez l'espace conseil qui s'occupe de qui est dédié à votre territoire. Et un numéro national pour avoir un conseiller France Rénov'. Mais je Et j'ai confirme fini. là, Oui. ouais, je confirme qu'il y a la collectivité, enfin la communauté de communes de l'île d'Oléron propose oui, des aides spécifiquement. Donc, faut pas hésiter à vous rapprocher là de l'espace France Rénov pour avoir plus d'informations et être accompagné dans les travaux que Colline vous a présentés. Voilà. Mais merci beaucoup, Colline. C'était très clair. Je Alors, vous c'est en vrai que prie. la première partie même si c'était du bon sens, bah, ça fait toujours du bien d'avoir ces petites piqûres de rappel parce que ça peut être facile d'économiser sans investir un euro. Et puis la deuxième partie, bah, ça met bien en application tout ce qu'on a vu depuis plusieurs mois. Donc ça fait bien le lien avec les épisodes précédents. Et puis voilà, c'était très clair. Et puis tu as tenu à peu près le timing. Donc voilà. Merci Elle a beaucoup. un peu débordé, désolée. Non, non, pas de Il problème. y avait C'est beaucoup pas de la choses à seule. dire.
Donc, merci à toi, merci aux participants. Et donc, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode. Et là, on sera avec l'ADEME et on s'intéressera donc au scénario proposé pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Voilà, donc bonne soirée et à dans 15 jours. Au revoir à tous. Au revoir.